mission. Les actionnaires ne demandent pas la guérison des patients, ils demandent une augmentation, disons, des bénéfices. Et c'est pas en guérissant les malades qu'on augmentera les bénéfices. Tous nos politiques ne sont pas des experts, loin de là. Donc ils se fient aveuglément aux experts. Les experts, bon, ils s'auto-adoptent entre eux, etc. Les tribunaux, la justice, c'est pareil, ils écoutent les avis d'experts, mais il faut savoir que tous les experts du monde actuellement sont en conflit d'intérêts avec l'industrie, puisque l'industrie les paye pour leurs recherches, pour leurs travaux, etc. Et on a vu, par exemple, dans le cadre du Mediator, un certain professeur Alexandre qui a touché plus d'1 million d'euros pour pratiquement une signature. Dans le temps, les religions nous ont fait peur du péché et de l'enfer. La médecine à copier nous fait peur de la maladie et de la mort. Les assurances nous font peur des accidents et des sinistres. Le banquier vous fait peur de manquer. Le patron vous fait peur de perdre l'emploi. Donc, en fait, dans la peur. Oui, mais la peur, d'une part, est acidifiante, et d'autre part, c'est un excellent moteur économique. Mais le jour où vous n'avez plus peur ni de rien ni de personne, vous êtes enfin un homme libre, mais devenu très dangereux pour le système en place. Alors, je suis diplômé d'État, je m'appelle Bernard Christophe, je suis diplômé d'État en pharmacie depuis 1974 et j'avais fait l'option biologie. Par la suite, je me suis toujours intéressé à la phytoaromathérapie. Pourquoi? C'est tout simple, parce que la fameuse Bible de la pharmacie, le Dorbeau, indiquait souvent telle plante médicinale servait à traiter telle maladie, aujourd'hui considérée comme désuète, remplacée par une molécule chimique de synthèse. Et j'ai dit, mais pourquoi on abandonne les produits naturels pour remplacer systématiquement par des molécules de synthèse? Ben, j'ai découvert le poteau rose. Ce qui est brevetable rapporte beaucoup d'argent. Donc, tout produit non brevetable n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. Et c'est ce qui m'a orienté vers la phytoaromathérapie dès la fin de mes études. Et j'ai fait donc pharmacien hospitalier. J'avais une fonction d'interne aux Hospices civils de Strasbourg, où on fabriquait des médicaments. J'ai fait du laboratoire d'analyse médicale pendant mon service militaire à l'hôpital Émile Roux en Allemagne. J'ai fait de l'officine. Et j'ai fait de l'industrie pharmaceutique, puisque à une époque, j'étais même PDG et directeur général de laboratoire pharmaceutique. Ah oui, donc vous étiez même de l'autre côté de la barrière. Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais dans le domaine des produits naturels. Et qu'à partir de 1995, qu'un médecin américain m'a contacté en tant qu'aromathérapeute pour me demander si j'étais capable de mettre au point un produit capable de tuer les tiques et les éventuelles borrélies transmises. Alors, il m'en a appris beaucoup parce que je ne savais même pas que ça existait. Et il m'a dit, aux États-Unis, on a un gros problème avec cette maladie de Lyme. Alors, pourquoi maladie de Lyme? En 2 mots, je vous explique. Dans le Connecticut, en 72, sont apparus les premiers cas de polyarthrite rhumatoïde chez des jeunes en plein été. Ce qui n'était pas du tout normal, puisque ça atteint surtout les personnes plus âgées et plutôt aux périodes humides d'automne, etc. Et donc le lien a été fait dans les villages de Lyme, Old Lyme et East Adam, dans le Connecticut, et où on a découvert que le lien avec cette maladie, c'était les tiques, qui transmettaient donc des borrélies. Borrelia burgdorferi, surtout aux États-Unis, c'est la première qui a été découverte. Et en France, on avait déjà des tiques. Et bien sûr, mais la borréliose en fait existe depuis la nuit des temps, puisque la momie Tutsi, on a remarqué que Tutsi avait déjà une borréliose. D'accord. Donc elle ne date pas d'hier, mais seulement on ne le connaissait pas. Donc depuis la nuit des temps, des gens ont... Oui, mais à un stade peut-être moins important qu'à l'heure actuelle. Pourquoi? Je citerai peut-être Wolf-Dieter Storl, qui a écrit dans son livre, c'est un livre qui a été écrit par un Allemand que j'ai traduit.
Et il dit à un moment donné, après la Première Guerre mondiale, les Américains ont pris un certain nombre de scientifiques dans le domaine de la physique, dans les fusées, etc., mais aussi dans le domaine de la biologie. Et ces Allemands étaient chargés de conduire des travaux dans un laboratoire destiné à faire la guerre bactériologique. Et ils ont cultivé sur l'île de Plum Island, aux États-Unis, qui est voisine de l'île de Long Island, en face du Connecticut, ils ont cultivé 400 000 tiques, où ils leur injectaient un certain nombre de bactéries, virus, etc., pour une éventuelle guerre bactériologique future. Alors, c'est une hypothèse que formule Wolf-Dieter Stoll, et qui dit que peut-être ça s'est développé parce que on sait que des tiques sont passées sur le continent, parce que beaucoup de cerfs nageaient entre l'île et le continent, et également il y avait beaucoup d'oiseaux qui passaient sur l'île, qui allaient sur le continent et qui pouvaient transporter ces tiques porteuses de maladies. Alors c'est une hypothèse, mais actuellement on sait que c'est répandu, c'est une pandémie que j'appelle mondiale, parce qu'on sait aujourd'hui il y a des espèces, des souches japonaises, africaines, australiennes, européennes, américaines, etc. Et est-ce qu'au niveau environnemental, au niveau de nos écosystèmes, est-ce que nos écosystèmes pourraient favoriser la prolifération de la tique? Oui, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il y a le problème écologique. On sait que les tiques, surtout les tiques européennes, ont besoin d'humidité. Donc les terrains en friche favorisent, mais il y a un autre facteur, c'est qu'on a supprimé beaucoup de prédateurs. À cause de la pollution chimique, on a tué beaucoup d'oiseaux, on a tué, à cause de la rage, on a tué les renards qui mangeaient les souris et les mulots, etc., qui étaient des réservoirs de borrélie et qui favorisaient donc la transmission. Au niveau de la transmission de la maladie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la transmission de cette bactérie? Alors, justement, il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'il n'y a pas que les tiques. On sait aujourd'hui que les araignées, les tans, les aoutas, les poux, les puces, etc., peuvent effectivement porter aussi en elles des borrélies et éventuellement d'autres co-infections virales, parasitaires ou bactériennes, et peuvent être des vecteurs de transmission. Par ailleurs, on sait, et c'est publié, que ça peut se transmettre de la mère à l'enfant via le placenta, que ça peut se transmettre via l'allaitement. Aujourd'hui, on pense qu'il y a des possibilités de transmission par voie sexuelle, puisqu'il a été vu au microscope fond noir des borrélies actives dans les glaires vaginales, dans les urines, dans le sperme, dans les frottis de gorge, donc, etc. Transmission de l'homme à l'homme? De l'homme à l'homme. Alors que ça n'est pas impossible. C'est un peu nié partout. C'est un peu nié, mais ça a été vu au microscope fond noir. Il y a des borrélies actives. D'accord. Et donc la transmission n'est pas impossible. Donc, par ailleurs, on peut aller plus loin. Les Allemands vont aujourd'hui plus loin. Ils disent que même la transmission peut être faite par l'alimentation. Et par exemple, de la viande de gibier insuffisamment cuite, puisque parmi les propriétés des borrélies, elles sont capables de s'enquister dans les cellules et à ce moment-là devenir beaucoup plus résistantes à la chaleur. Donc une viande contaminée pourrait contaminer l'homme, etc. par la consommation. Et alors, un autre sujet très grave que je développe, c'est les problèmes des transfusions sanguines. Des travaux ont été effectués sur les souris. Et il est admis que chez les souris, la transmission est possible par transfusion sanguine. Et on ne le reconnaît pas chez l'homme. C'est quand même curieux. Il y a 1 million de transfusions sanguines en France par an. Il serait temps de s'inquiéter et de faire des tests sur les dons du sang. Or, les tests ne sont toujours pas valables. Donc comment on peut se sortir de cette situation? Il faudra bien accepter des sérologies plus efficientes, comme les PCR, que développe d'ailleurs Luc Montagnier, ou d'autres techniques plus performantes, parce que ça va devenir un problème grave, au point qu'aujourd'hui on estime que statistiquement, 80% de la population a déjà été en contact avec des borrélies, et d'après une étude suisse, il n'y aurait que 12,5%, d'après leur étude,
qui auraient des symptômes. Ça veut dire qu'il y en a quand même une majorité qui reste asymptomatique. Ça peut durer des années, des décennies. La meilleure preuve, c'est moi-même, pratiquement de 18-20 ans à 60, je n'ai pas eu d'autres symptômes que l'hyperactivité. Et par contre, à 60, j'ai eu un problème cardiaque grave, c'est-à-dire j'ai dû me faire opérer d'une valve aortique. Et quand j'ai parlé au chirurgien du tropisme des Borrelli pour le muscle cardiaque et pouvant affecter éventuellement une valve, il m'a dit, écoutez, j'y connais rien dans ce domaine. Moi, une valve sclérosée, je suis chargé de la changer. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes cardiaques qui sont liés à la borréliose. Et au niveau du dépistage, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle. Où en sommes-nous en France? En France, nous en sommes toujours restés, malheureusement, au fameux test ELISA, qui est essentiellement distribué par Biomérieux Pasteur, qui existe également aux États-Unis. Et on sait que ce test a été basé au départ sur des tests développés aux États-Unis contre Borrelia burgdorferi, pour détecter Borrelia burgdorferi, qui existe à 90-95% aux États-Unis. Et seulement ce test a été repris en Europe, alors que nous avons bien d'autres souches de Borrelie qui à ce moment-là ne sont pas détectées. Je parle à ce moment-là de Borrelia garini, Afzeli, Spielmanni, Lusitanie, Valesiani, et il en existe bien d'autres si on tient compte que les gens aujourd'hui voyagent beaucoup. Donc il y a des borrélioses africaines qui sont comme Dutoni, Crossiduré, Amsi, etc., qui se retrouvent aussi chez nous. Sont-elles bien détectées dans les autres pays? Malheureusement, pour le moment, les Allemands tiennent beaucoup plus compte de la clinique, alors que la conférence de consensus en France, et je viendrai justement parce que ça c'est très important, l'origine de la controverse scientifique vient des États-Unis. Entre l'ITSA, Infectious Diseases Society of America, et l'ILADS, International Lyme and Associated Diseases Society. L'ITSA, dont tous les membres ont été confondus devant les tribunaux pour avoir des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique et les caisses d'assurance maladie, a toujours affirmé que le test ELISA était parfaitement efficient pour détecter toutes les borrélioses, que d'autre part, une antibiothérapie bien adaptée venait à bout de toutes les borrélioses en l'espace de 3 semaines d'antibiothérapie éventuellement renouvelable une fois. Et troisièmement, ils maintiennent un déni total de la borréliose chronique. Ce qui est scandaleux, parce qu'on a les preuves aujourd'hui pratiquement tous les jours. Je défends la thèse de l'ILADS depuis plus de 10-15 ans, parce qu'ils se sont rendus compte que d'une part, il y avait différentes souches de borrélie, que les tests ELISA n'étaient pas efficients pour détecter toutes les borrélioses, que l'antibiothérapie est souvent décevante au stade tardif de la maladie, qu'il fallait beaucoup plus tenir compte de la clinique que des sérologies, et donc cette thèse-là est valable aujourd'hui. Mais on ne veut pas la reconnaître en France, puisqu'en France, la fameuse conférence de consensus Lyme de décembre 2006 s'est appuyée totalement, c'est un copier-coller de la thèse de l'ITSA aux États-Unis, donc qui a été, où ils ont fait une conférence de consensus en février 2006, et ils l'ont simplement, qui a été publiée en octobre 2006, et en décembre 2006, copier-coller de la conférence de consensus en France. Donc on tient compte des thèses de l'ITSA, alors que c'est totalement dépassé aujourd'hui. Pourquoi c'est différent en Allemagne ou ailleurs? Alors, les Allemands n'ont pas bêtement recopié la conférence de consensus de l'ITSA. Ils tiennent beaucoup plus compte, d'une part, de la clinique, les médecins sont beaucoup mieux formés, et d'autre part, les tests sérologiques, il y a des tests sérologiques, par exemple ceux de Microgène en Allemagne et à Munich, sont beaucoup plus performants pour détecter les borrélioses européennes. Et elles se développent énormément, alors qu'en France, c'est pas qu'on les réfute, parce que si je veux rentrer dans les détails, il faut expliquer que le laboratoire Schaller, c'est dans la manière d'interpréter les tests qu'elle a été très performante, c'est-à-dire elle a fait de la lecture optique.
Parce que normalement, les concepteurs du test microgène, Western blot, il est basé sur en fait une lecture par scanner. Or, comme la maladie en France est reconnue surtout comme une maladie rare, on a adapté le scanner pour qu'il ne détecte pas plus que 5 à maximum 10% de borréliose. Donc, à la lecture par scanner, on loupe des tas de diagnostics. À votre avis, pour quelle raison? Parce que d'une part, on veut considérer, l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, estime qu'il n'y a que 5 à 10% de cas, de 5 à 10 000 cas en France, donc moins de 5% de la population qui est touchée. Donc, on adapte le test à la quantité supposée, au nombre supposé de borréliose, ce qui est totalement anti-scientifique. On devrait plutôt adapter les chiffres aux résultats. Absolument. Et il y a une autre raison pour laquelle beaucoup de sérologies sont négatives, et ça tient aux propriétés très particulières des borrélies. Alors, j'en profite pour les résumer, ces propriétés. Elles sont capables de s'adapter aussi bien aux animaux à sang chaud qu'à sang froid. Ce qui est déjà exceptionnel pour beaucoup de bactéries. Elles sont capables de se déplacer dans n'importe quel tissu ou organe. Elles sont capables de s'enquister en se réduisant à 1% de leur volume tout en gardant le génome complet. Et elles s'enquistent dans l'intérieur des cellules en se protégeant par un film, un biofilm résistant aux antibiotiques, aux médicaments, etc. Elles sont capables de fabriquer, grâce à leur génome, qui est... prenons le génome du tréponème de la syphilis, il y a à peu près 150 gènes. La Borrelia contient, pour Borrelia burgdorferi, 853 gènes. Ça lui permet de fabriquer des protéines de surface voisines des tissus où elle se trouve. Si donc elle est dans la thyroïde, elle va fabriquer des protéines de surface voisines des tissus de la thyroïde. Ce qui fait que nos lymphocytes, qui représentent nos systèmes immunitaires, nos lymphocytes ne les reconnaissent pas comme corps étrangers et ne les attaquent pas. Donc ne fabriquent pas d'anticorps. S'il n'y a pas d'anticorps, la sérologie sera négative, puisque les sérologies sont basées sur un dosage d'anticorps. Donc la sérologie peut parfaitement être négative alors que vous êtes touché par la maladie. Le groupe Chronimed estime que la borréliose chronique existe bien et il constate qu'en traitant par exemple un certain nombre de maladies comme Alzheimer, comme l'autisme, etc., par des antibiothérapies, on obtient des résultats fantastiques. Ça veut dire, si on traite par des antibiotiques, ça veut dire que c'est bien une origine bactérienne. Et ils appellent ça les infections froides, parce que ce sont des infections qui ne produisent pas forcément de fièvre. Or, on s'est toujours basé, infection, c'est qu'il y a fièvre. Ah non, il y a les infections froides, il y a un certain nombre de bactéries qui produisent ces infections et ne produisent pas de fièvre. Et donc on peut traiter aussi bien par antibiothérapie, mais bon, moi je travaille dans les produits naturels, donc l'aromathérapie permet de composer avec des huiles essentielles riches en phénol, etc., des produits qui ont une activité antibactérienne, antivirale, antiparasitaire même. Donc un grand nombre de maladies auxquelles on donne des noms c'est ça, on donne de jolis noms, correspondraient en fait à la maladie de Lyme. Voilà, au départ. D'accord. Puisque généralement, maltraitée, comme elle est non diagnostiquée, elle est forcément maltraitée avec des médicaments non adaptés à la cause, ça veut dire qu'avec le temps, elle peut dériver sur des tas de choses, des maladies auto-immunes, etc. Et comment traiter la maladie de Lyme? Il est vrai que les antibiothérapies peuvent être utiles, nécessaires, etc. Mais quand il y a eu 2 échecs successifs, par exemple dans cette maladie, 2 échecs, parfois 3 et même plus échecs successifs, il faut penser à autre chose. Et d'ailleurs, c'est la thèse de Horowitz, Burrascano, etc., Klinghardt, des médecins américains qui disent on constate que beaucoup de produits naturels qui favorisent l'amélioration du système immunitaire, des huiles essentielles et d'autres produits peuvent donner des résultats bien meilleurs que l'antibiothérapie. Mais je suis d'accord qu'on essaye l'antibiothérapie, si ça ne marche pas, il faut essayer autre chose qui marche. Et
quand je vois l'équipe de médecins Chronimed qui traite les malades pendant 2 à 3 ans avec des antibiothérapies dites séquentielles, c'est-à-dire c'est des antibiothérapies à forte dose pendant 1 mois, arrêt 1 mois, rebelote 1 mois d'antibiothérapie, et ce pendant 2-3 ans, pour obtenir 80% de résultats positifs dans les borrélioses de Lyme, je dis, avec l'expérience que j'ai sur presque 20 000 cas, que j'obtiens aussi 80 à 90% de résultats positifs, mais en nettement moins de temps. Et sans les inconvénients, disons, des antibiothérapies massives, dont beaucoup de malades se plaignent parce que ça a des incidences au niveau hépatique et rénal. Votre traitement a moins d'effets secondaires ? Absolument. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas le droit d'en parler. Il y a un procès en cours. C'est un mélange d'huile essentielle que j'avais mis au point et qui a été testé d'abord sur les animaux par des vétérinaires, par des forestiers aussi par la suite qui l'ont essayé, donc à titre préventif. Hein. Et on a obtenu de bons résultats. Ensuite, chez des chiens, chez des chevaux, on a obtenu des résultats fantastiques, époustouflants. Et à un moment donné, des médecins m'ont demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi le préconiser en usage interne ? J'ai dit, bah écoutez, au vu de la composition, il n'y a pas d'inconvénient. Simplement, comme tout aromathérapeute doit le dire, il ne faut pas dépasser certaines doses. Mais le fait d'avoir écrit ça, que c'était bénéfique en cas de maladie de Lyme, ça devient automatiquement un médicament. Puisqu'aujourd'hui, si vous dites que l'ail est bon pour la circulation sanguine ou l'ail est bénéfique contre certaines parasitoses, vous en faites un médicament et il devrait être vendu en pharmacie. Et il faut obtenir l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, la fameuse autorisation de mise sur le marché, que Sylvie Simon, d'ailleurs, une amie qui est décédée récemment, a qualifiée d'autorisation de mise à mort. Mais bon, parce que quand on voit l'AFSAPS qui est compromise dans toutes les affaires, que ce soit du Mediator, mais des centaines d'autres médicaments qui ont été retirés du marché très discrètement, beaucoup plus discrètement, l'AFSAPS est un petit peu complice du système et autorise des médicaments qui sont à la limite dangereux, alors qu'il n'y a aucune preuve que mon produit a présenté un danger quelconque pour qui que ce soit. Seulement l'argument avancé, c'est qu'il y a une dose de thuione qu'eux ont considéré comme toxique, c'est-à-dire ils ont dosé 5,2 mg de thuione chez moi, alors que selon leur étude, 4,7 c'était déjà toxique. Or, moi j'ai des tas de preuves, analyses que j'ai fait faire à l'étranger, etc., que c'est absolument pas toxique à ces doses. Et d'ailleurs, l'expérience sur 20 000 cas prouve que ce n'est pas toxique. Pensez-vous qu'il y a des enjeux économiques et financiers oui, derrière tout ça ? Derrière tout ça, il y a toujours le problème de la brevetabilité. Les produits naturels n'intéressent aucune industrie pharmaceutique, puisque un produit naturel, par définition, n'est pas brevetable. Donc, aucun intérêt. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur un sujet sur lequel je travaille en ce moment. En Géorgie, actuellement, il y a une échantillothéque de différents virus qu'on appelle des bactériophages. Et parce que depuis avant la guerre 39-45, ils ont déjà travaillé sur le sujet. Ils ont constaté que certains virus étaient très spécifiques de certaines bactéries. Et si on administrait à l'homme ce virus, il allait s'attaquer à des bactéries bien spécifiques, qui peuvent être pathogènes, et donc on n'a pas besoin d'antibiothérapie. Seulement, les bactériophages ne sont pas brevetables, ça n'a jamais intéressé l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, les Américains s'intéressent à cette technique, ils veulent racheter les laboratoires géorgiens, etc., pour, garder ces technologies pour l'armée américaine, mais pas pour le peuple, puisqu'il faut continuer à vendre des tonnes d'antibiotiques. Tous nos politiques ne sont pas des experts, loin de là. Donc ils se fient aveuglément aux experts. Les experts, bon, ils s'auto-adoptent entre eux, etc. Les tribunaux, la justice, c'est pareil, ils écoutent les avis d'experts,
Mais il faut savoir que tous les experts du monde actuellement sont en conflit d'intérêts avec l'industrie, puisque l'industrie les paye pour leurs recherches, pour leurs travaux, etc. Et on a vu, par exemple, dans le cadre du Mediator, un certain professeur Alexandre qui a touché plus d'1 million d'euros pour pratiquement une signature. Vous avez alerté vous-même les pouvoirs publics? Absolument. 3 lettres recommandées avec accusé de réception à 3 ministres de la Santé successifs, même à notre président Sarkozy, etc. Il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse non plus de la part des experts, que ce soit les experts strasbourgeois ou même de l'hôpital, des hôpitaux de Paris, des infectiologues. Je n'ai jamais eu de réponse à mes questions et mes interrogations. Vous pensez qu'il est possible de décrédibiliser l'AFSAP? Mais un organisme comme ça est nécessaire. Mais il faut savoir qu'il n'a aucun moyen financier pour contrôler ce que lui présente comme travaux l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a des moyens hyper puissants. Ils font un lobbying, d'ailleurs, auprès de nos politiques. Vous savez, les campagnes électorales sont souvent financées par l'industrie pharmaceutique. Donc, nos politiques, incompétents ou corrompus dans le domaine, ils votent les lois, ce que j'appelle d'ailleurs les lois scélérates pour protéger l'industrie pharmaceutique. Pensez-vous qu'en France, nous sommes dans un contexte un peu particulier par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, où la maladie est un peu plus reconnue? Ça se répand. Je ne sais pas si vous avez étudié un peu le cas de Monsanto, qui récemment a réussi à faire passer une loi comme quoi les agriculteurs n'ont plus le droit d'attaquer Monsanto. Donc ils empoisonnent, mais on a interdiction de les attaquer. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Effectivement. En quoi reposent les espérances actuelles et futures pour une meilleure prise en charge de la maladie? La prise en charge, elle est prise en charge déjà si elle est détectée. Donc il faudrait commencer à les détecter correctement. Parce que si on fait un calcul de ce que cette maladie nous coûte actuellement, à cause des erreurs de diagnostic, je n'accuse pas les médecins. Les médecins ne sont déjà pas formés, d'une part. Ils prescrivent les sérologies qu'ils ne savent pas inefficientes. Il est curieux que dans une faculté de médecine comme Strasbourg, qui est dite en zone endémique de la borréliose de Lyme, les médecins bénéficient d'un quart d'heure de cours sur la borréliose. Moi, je peux vous en parler pendant 4 heures d'affilée. Donc, en un quart d'heure, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Alors que c'est une maladie qui coûte horriblement cher à la sécurité sociale. Qui coûte une fortune colossale. On pourrait faire de nombreuses économies. J'ai fait une étude approximative. Je pense qu'on pourrait économiser très très rapidement 750 millions d'euros. Et ça, ceci très rapidement. Mais est-ce que la sécurité sociale n'est pas un organisme de transfert de fonds entre les cotisants que nous sommes et l'industrie pharmaceutique qu'il faut soutenir pour les emplois et pour les bénéfices des actionnaires? Au niveau du dépistage, justement, à l'échelle nationale, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour dépister cette maladie? Il faudrait déjà reconnaître la technologie, disons, allemande sur les... Premièrement, après le test ELISA, même négatif, il faudrait confirmer par un test Western blot, qui est un test de confirmation et qui est beaucoup plus pointu sur les différentes souches de borrélie. Il faudrait admettre donc la technique allemande microgène, il faudra la valider, et surtout avec une lecture optique qui permet d'affiner le diagnostic en tenant compte de la clinique. Ce qui est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans la conférence de consensus de décembre 2006, où il est bien précisé, la clinique devrait toujours primer sur les sérologies. Or, aujourd'hui, un médecin qui reçoit une sérologie négative et dit on passe à autre chose. Et au niveau de la prévention? Alors la prévention, quand vous regardez l'Allemagne et la Suisse, il y a beaucoup de prévention. Il y a des affiches dans les entrées des forêts. Attention aux tiques, etc. Attention à la maladie de Lyme, etc. En France, je ne vois rien. Les informations en pharmacie en Allemagne sont... il y a même un journal qui s'appelle Zeckenzeitung qui parle que des tiques, qui prévient le public des risques et des moyens de prévention. En France, je ne vois pas grand-chose arriver, alors que ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme. Donc, il serait quand même important de faciliter la prévention.
Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour éviter cette maladie? Pour éviter cette maladie, moi je ne dis pas qu'il ne faut plus aller en forêt. Parce que bon, il ne faut pas non plus créer un climat de terreur à cause de cette maladie. Il faut simplement savoir que les tiques ne tombent pas des arbres déjà. Ça, c'est une fausse idée. Elles vont à maximum à une hauteur d'1 mètre sur les hautes herbes, les petits branchages, etc. Pourquoi? Parce qu'elles attendent là le passage d'un animal à sang chaud, préférence, qu'elles peuvent détecter grâce à leur pédipalpe, et puis elles vont s'accrocher là-dessus pour avoir leur repas sanguin qui est nécessaire. Donc, au titre de la prévention, il faut éviter les hautes herbes, rester plus près des milieux des chemins. Les tiques ont horreur de la chaleur. Vous mettez une tique sur un mur avec du soleil, au bout d'un quart d'heure, elle crève parce qu'elle dessèche. Elle ne supporte pas la sécheresse. Donc c'est surtout dans les hautes herbes. Ensuite, il y a une technique qui est peut-être pas très esthétique en forêt. Je dis toujours, mettez les chaussettes au-dessus des pantalons pour éviter que les tiques ne passent sous le pantalon, remontent à l'aine et sous les vêtements, etc. Mettez de préférence des habits clairs, parce que ça vous permet de les voir. Sur des habits sombres, vous ne les verrez pas. Vous pouvez éventuellement mettre des produits tels la permétrine, mais surtout éviter de le mettre au niveau de la peau. Ça se met sur les habits, parce que c'est quand même toxique. Donc c'est des répulsifs. Il y a aussi des huiles essentielles qui sembleraient répulsives, comme la lavande, etc. Mais lavande, citronnelle, etc., qu'on peut essayer aussi. Et surtout, ce qui est important, au retour d'une randonnée de forêt, etc., quand on prend la douche, on s'inspecte. Et généralement, les tiques aiment bien piquer à l'endroit où la peau est fine, où il y a une circulation sanguine sous-jacente. On estime, grosso modo, dans les zones endémiques comme chez nous, à 30% des tiques infectées. C'est-à-dire les tiques ne sont pas toutes infestées. Le problème, c'est qu'à l'avenir, elles risquent de plus en plus d'être infestées. Pourquoi? Parce que les larves vont piquer en tout premier des mulots, des petits animaux, hein, et qui sont des réservoirs, qui contiennent déjà les borrélies. Donc, ces larves vont déjà s'infecter elles-mêmes. Elles vont garder la maladie, même au stade adulte, et lors de leur deuxième repas sanguin chez l'homme, pour le stade adulte, au stade adulte, elles vont infecter l'homme. Donc, comme la quantité de petits animaux infectés augmente, le risque augmente que le nombre de tiques infestées augmente. Alors on sait ici en Alsace qu'il y a à peu près 30% de tiques infestées de borrélie, mais on sait que dans les parcs parisiens, c'est pas beaucoup mieux. Concentration de tiques au mètre carré, c'est pratiquement identique, et le pourcentage de contamination est de 25% aussi. Donc dans un parc parisien, vous pouvez très bien vous choper une borréliose. Au niveau des piqûres, des morsures de tiques, les personnes qui ont un pH urinaire, on parle de moyenne de pH urinaire sur les deuxièmes urines du matin, par exemple pris 8 jours d'affilée, les personnes qui sont en alcalose légère, ou disons un pH situé autour de la neutralité, c'est-à-dire 7, 6,5, 7,5, sont nettement moins piqués par les tiques que les gens qui sont en acidose permanente. Et ça, c'est curieux. Alors, autre chose curieuse, c'est que les gens qui bénéficient de ce pH favorable, 6,5, 7,5, sont les végétariens. Et alors, maintenant, on a recherché aussi, bon, je travaille avec l'Allemagne aussi, les raisons de l'acidose. Le stress est acidifiant. Or, il y a de plus en plus de gens sous stress. Donc, on peut parler de stress oxydatif. Voilà. Ensuite, il y a l'acidose due à l'alimentation. Disons, les produits pré-cuisinés, fabriqués, les sodas et tout ça, trop de sucreries, met en acidose. On sait aussi que les laitages fromages mettent en acidose. L'excès de viande met en acidose. Donc, on consomme beaucoup trop de ces produits de nos jours. Et la plupart des gens, si vous faites statistiquement une étude, vous verrez que plus de 80-85% de gens sont en acidose permanente. Or, j'ai traduit aussi un livre de Hulda Clark, une biologiste américaine, qui a démontré que le terrain
en acidose permanente était un terrain favorable au développement des bactéries, virus, parasites et mycoses. Vous constatez que les mycoses se développent et c'est un facteur de terrain. Serions-nous conditionnés finalement dès l'enfance à attraper des maladies? Ah, alors là j'aimerais bien citer, je profite de l'occasion pour citer un auteur que j'ai lu aussi, un médecin allemand du nom de Enderlein, qui a travaillé toute sa vie sur la microscopie fond noir. Et il s'est intéressé depuis les gosses à la naissance jusqu'à l'âge avancé, il s'est intéressé de voir du sang frais au microscope fond noir et d'observer ce qu'il y trouve. Et à la fin de sa vie, il a dit « Je me demande si, dès notre naissance, nous n'hébergeons pas des bactéries au stade potentiel, c'est-à-dire qui ne sont pas différenciées en bactéries bien reconnues, bien spécifiques. » Il appelle ça des genres soit mycoplasme ou il a un autre terme, où il dit ce sont des bactéries sans membrane, donc non différenciées. Et il dit, est-ce que nous n'hébergeons pas dès notre naissance des bactéries potentiellement pathogènes qui seront chargées d'éliminer notre cadavre quand l'énergie nous aura quittés? Vous faites actuellement l'objet d'une procédure? Et oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on essaye de me faire taire. Par tous les moyens. C'est pas le premier labo que je perds, puisque j'avais déjà un laboratoire Gelcom qui a été fermé à peu près dans des circonstances identiques, parce que je refusais d'accepter les lois scélérates imposées par l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est pas nouveau. La procédure en cours, bah écoutez, on essaye de trouver les motifs pour me rendre coupable de quelque chose. Alors, les motifs de l'attaque, en fait, pour moi, il y en a 4. D'une part, n'étant pas et refusant d'être inscrit à l'ordre depuis 17-18 ans, je refuse d'y être inscrit, et je vous donne tout de suite le motif, parce que j'estime que l'ordre des médecins, comme des pharmaciens, ne respecte pas ses missions principales. C'est d'une part, défendre la profession, ce qu'ils ne font pas, puisqu'ils m'attaquent, et deuxièmement, défendre la santé publique. Avez-vous vu une seule fois l'industrie, disons l'ordre des médecins ou des pharmaciens attaquer ou se porter partie civile contre l'industrie pharmaceutique? Jamais. Même quand ça tue comme le Mediator. Or, moi, ils m'attaquent et ils disent « Je ne suis pas inscrit à l'ordre, donc je ne suis plus pharmacien ». Pourquoi? Parce que les 3 conditions pour être pharmacien et exercer la pharmacie, c'est être français, avoir le diplôme et être inscrit à l'ordre. Et je dis, comme l'ordre ne remplit pas ses missions, etc., et c'est pas la première fois que je fais l'expérience, je refuse d'y être inscrit. Ça me laisse une liberté totale de parole. Ensuite, deuxième motif, c'est que mon produit, considéré comme médicament, puisque suggéré dans les cas de maladie de Lyme, c'est considéré comme un médicament. Or, tout médicament a besoin d'une autorisation de mise sur le marché par l'AFSAPS. Ce qui va durer 5 ans pour faire tous les essais cliniques, toxicologiques, etc., qui va coûter une fortune, ce que les gens ne pourront pas payer, parce que si je mets les travaux de recherche et tous les pots de vin qu'il faut payer dans le prix de revient, le produit sera invendable. Donc je refuse parce que j'estime que c'est un produit naturel, c'est un produit qui n'a aucune toxicité, qu'à la limite, il devrait y avoir des lois autorisant des produits naturels ayant prouvé leur efficacité dans un certain nombre de symptômes, que ce soit autorisé. Parce que l'objectif de l'industrie, c'est d'interdire aujourd'hui tout produit naturel à visée thérapeutique. Ça veut dire tout ce qu'ont connu nos anciens depuis des millénaires, ça va être supprimé pour nous rendre totalement dépendants, et surtout les générations futures, dépendants des molécules chimiques de synthèse, sur lesquelles généralement on n'a pas suffisamment de recul pour dire qu'elles ne sont pas dangereuses. Votre produit, le TikTox, est-il toujours disponible quelque part? Alors, moi je ne parle pas de ce produit. Ceux qui veulent trouver, trouvent. Parce qu'à l'heure actuelle, la procédure est en cours. Et j'espère une chose, c'est que la justice va quand même
peut-être demander qu'il y ait une expertise sur le produit. Parce que dans l'intérêt de la santé publique, moi je ne demande qu'une chose. Vous savez, il y a une cinquantaine d'organismes différents, payés directement ou indirectement par le contribuable, qui ont mis 4 ans pour monter un dossier à charge contre moi et Viviane Chalère. Ça a coûté une fortune. Ça aurait coûté nettement moins cher de faire une évaluation du produit en termes de rapport bénéfice sur risque et de valider à ce moment-là le produit pour rendre service aux clients, c'est-à-dire aux malades. Moi, j'ai des centaines de témoignages écrits, j'ai des milliers de témoignages verbaux de clients satisfaits. Le meilleur des cas, d'ailleurs, c'était une personne qui a été hospitalisée 7 fois, qui devait passer par 2 transfusions sanguines de plaquettes par semaine, donc condamnée à mort dans les 3 mois qui suivent, qui s'en est sorti royalement, qui aujourd'hui travaille, et qui a fait des témoignages. D'accord. Il n'a pris que mon protocole. Et il y en a des centaines d'autres comme ça. Pourquoi ne veut-on pas en tenir compte? Surtout que moi, je récupère des gens qui ont déjà passé par la médecine officielle et qui n'ont pas eu le résultat escompté. Vous savez, généralement, où on les envoie? Chez les psys, parce qu'on leur dit c'est dans la tête que ça se passe. La prise du TikTok par voie cutanée, est-ce qu'elle peut être efficace? Alors, il y a une grande déperdition. Hein. Les huiles essentielles étant par définition volatiles, il n'y a qu'une partie, c'est vrai, qui pénètre par la peau. Mais il est vrai que l'expérience qu'on a faite depuis 15-20 ans, c'est l'administrer aussi chez les animaux, chez les chiens, chez les chevaux, etc., en usage interne, et ça donne de tellement bons résultats qu'il y a des gens qui m'ont rapporté, qui ont plusieurs chevaux, qui étaient touchés par la maladie, les vétérinaires avaient confirmé, d'ailleurs les vétérinaires au point de vue du diagnostic sont souvent plus compétents, et ils m'ont dit que les chevaux, quand ils voyaient le flacon, ils sortaient avec le flacon, les chevaux accouraient. Comme quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'instinct, ils sentent que ça leur fait du bien. Maintenant, moi, je ne demande pas mieux que de faire du bien, et c'est pour ça que j'ai dit, je n'arrêterai pas mon combat. Pour combattre ce déni de la borréliose de Lyme, cette chape de plomb, ces sérologies inefficientes, etc., je ne le fais plus pour moi. Vous savez, à 65 ans, moi, je pourrais prendre une retraite tranquille et dire, je m'en fous de tout ça. Mais je le fais parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je vois les centaines de milliers de malades, et je vois comment on les traite, et je pense aux générations futures, pour qu'elles ne soient pas dépendantes de la seule industrie et des seuls produits chimiques de synthèse, que notre corps ne reconnaît pas forcément et qui sont forcément toxiques. Donc on peut compter encore sur vous dans cette lutte contre la maladie de Lyme. Absolument, je n'ai pas l'intention, disons, d'abandonner. Et d'ailleurs, je peux vous dire que je suis sollicité tous les jours par les malades pour surtout ne pas abandonner le combat. Parce que là derrière, il faut savoir aussi, vous êtes peut-être au courant de toutes les associations qui existent. Il existe France Lyme, je connais même la fondatrice à l'époque. Il y a Lyme sans frontières, il y a Réseau Borréliose, et il y en a bien d'autres qui sont en train de se constituer. Ce sont des malades insatisfaits de l'approche médicale de la maladie et qui sont en train de se révolter. Et il y a maintenant des réunions au niveau international qui s'est passé à Berlin l'année dernière, à Lyon en France, etc., où les malades commencent à s'insurger contre le système. Et tôt ou tard, il faudra qu'ils bougent. Pouvez-vous dire aujourd'hui que nous sommes actuellement déjà face à une pandémie mondiale ? Oui, tout à fait, on peut l'affirmer, parce que de toute façon, partout où on entend, elle est en recrudescence. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas arrêté les causes de la multiplication des contaminations. Vous parliez de la transmission aussi par l'allaitement. Oui. Mais est-ce que l'allaitement ne contribue pas aussi à protéger l'enfant ? Absolument, mais c'est pour ça qu'il y a une contradiction quelque part là derrière. Et quand on sait qu'on a une borréliose, à la limite, on sait pertinemment qu'on peut transmettre. Et je pense que, malheureusement, dans beaucoup de cas, ce qui est d'ailleurs un des facteurs de multiplication de la maladie sur les générations futures. Par contre, je pense aussi que l'organisme n'est pas si mal fait.
si le système immunitaire est efficient, il va trouver tôt ou tard des parades pour que ce virus, ces bactéries, comme d'autres virus, etc., on a réussi à les combattre au travers des époques. Hein. Donc on deviendra un jour résistant et il y aura autre chose. Hein. Parce que la nature est en perpétuel mouvement et changement. Il y a des mutations perpétuelles. Et je pense d'ailleurs qu'à force d'attaquer les bactéries, etc., on les pousse à muter d'autant plus rapidement. Et donc, c'est pour ça que la guerre des antibiotiques est perdue par l'homme, parce qu'on n'arrivera jamais à inventer suffisamment rapidement des antibiotiques nouveaux par rapport aux mutations des bactéries. Donc, il vaudrait peut-être mieux raisonner comme Béchamp plutôt que comme Pasteur, qui a d'ailleurs reconnu la thèse de Béchamp à la fin de sa vie, c'est que le terrain est plus important. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Changer le terrain, un gosse qui a un bon terrain, il sera en pleine forme. Le jour où, pour une raison ou pour une autre, traumatisme physique ou psychique, son terrain s'affaisse, ben, il sera sensible à la maladie. Et je me demande si la maladie n'est pas toujours, particulièrement le cancer aussi, n'est pas une forme de suicide mental. Vous savez, il ne faut pas avoir cette peur, parce que sinon, la peur vous amène au suicide. Hein. C'est complètement incohérent. D'ailleurs, dans un autre domaine, j'ai un recueil de citations où j'ai écrit dans le temps, les religions nous ont fait peur du péché et de l'enfer. La médecine à copier nous fait peur de la maladie et de la mort. Les assurances nous font peur des accidents et des sinistres. Le banquier vous fait peur de manquer. Le patron vous fait peur de perdre l'emploi. Donc, en fait, la peur. Oui, mais la peur, d'une part, est acidifiante, et d'autre part, c'est un excellent moteur économique. Mais le jour où vous n'avez plus peur ni de rien ni de personne, vous êtes enfin un homme libre, mais devenu très dangereux pour le système en place. Il y a une journaliste qui a osé dire un jour, on se demande aujourd'hui si l'industrie pharmaceutique ne fabrique pas des maladies pour pouvoir vendre plus de médicaments. D'ailleurs, aujourd'hui, le cholestérol, je veux dire, ce n'est pas une maladie pour moi. S'il y a cholestérol chez quelqu'un, c'est que généralement, c'est l'organisme qui le fabrique, mais pour réparer des tissus. Donc, il faut peut-être chercher la cause. Quels sont les tissus à réparer et qu'est-ce qui se passe au niveau de ces tissus? Mais c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, la médecine est dite symptomatique parce qu'on soigne avec des anti-cholestérol, anti-hypertenseurs, anti-diabétiques, tout ce que vous voulez, anti-douleur. Que des anti. Mais pourquoi ne soit pas soigné par des probiotiques, des choses qui sont pour la vie, au lieu d'être antibiotiques, anti-vie? Mais ça n'a aucun intérêt. Guérissez les gens, l'industrie s'écroule, mais tout le reste s'écroule derrière. Mais en dehors même de l'industrie, quelque part, les médecins, le corps médical a aussi, semblerait-il, une responsabilité, puisque c'est lui qui cautionne tout ça, et c'est le premier interlocuteur du patient. Tout le monde se lave les mains pour une raison très simple. Le médecin du terrain, il a une formation par qui? Par les grands professeurs. Les grands professeurs, ils sont payés par qui? Les laboratoires. Ça, de l'État, et ça, des laboratoires. Donc, les professeurs sont chargés de faire la promotion des médicaments de synthèse des laboratoires. Donc, en fait, au niveau du cursus même universitaire, au niveau de l'enseignement, il y aurait il y a à mettre un coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre de Even Debré. Les 4000 médicaments dangereux, etc. Et encore, ils sont gentils, parce qu'au début, ils avaient dit plus de 50%, donc qui sont dangereux. Et le problème est le suivant, c'est que l'industrie pharmaceutique, elle cherche une nouvelle molécule, elle trouve un mode de fabrication pour une nouvelle molécule. Ben pour la commercialiser, il faut bien trouver une maladie qu'elle soigne. Donc qu'est-ce qu'on va donner? On va donner cette nouvelle molécule à des profs de la fac de médecine pour faire des recherches. Et il sera grassement payé pour trouver comme remède, trouver ce produit comme remède. S'il ne trouve pas, il touche pas grand-chose. Et moi j'ai connu un chercheur comme ça, qui a disparu un jour, mais il m'a dit, j'ai été convoqué par le président du laboratoire, qui m'a dit, monsieur, je vous paye
pour confirmer que nos études à nous, pour confirmer que c'est valable dans telle maladie. Il m'a dit, mais c'est faux. Il a dit, rajouter une autre molécule, mélanger les deux, pour que ça ait une activité, parce qu'il faut qu'on vende. Bon, vous savez, ce qui me rend très positif, c'est que tôt ou tard, on est dans une phase de transition, de changement de paradigme. Et tôt ou tard, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que personne ne croit plus en la politique, personne ne croit plus en la justice, personne ne croit plus en la médecine. Le système est en train de s'écrouler. Comment? La finance aussi. Oui, la finance, oui. Et d'ailleurs, disons, le problème financier est loin d'être terminé, il fait que commencer. Donc, je pense qu'on est à une période de transition et il faut être optimiste pour les générations futures parce qu'au creux de la vague, on ne peut que changer et on partira peut-être sur des bases plus saines parce que le système actuellement a été pourri. Eh bien, on l'espère. Hein. Ben, on vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.